Bonjour tout le monde. On va vous parler aujourd'hui de la co-création pour soutenir le développement de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain. Je suis David Guimond, co-coordonnateur au LIO, et je suis avec Claudia Santillana, qui est chargée de projet et agente de recherche au LIO aussi. Elle va prendre une partie de la présentation. Donc, qu'est-ce que le LIO? Bien, comme plusieurs organisations qui sont ici aujourd'hui, c'est un CCTT, donc un centre collégial de transfert. Puis nous, notre mission, c'est de s'intéresser à l'innovation ouverte, donc faciliter l'adoption de pratiques d'innovation ouverte et collaborative, surtout celles qui impliquent les usagers. Nous existons depuis 2012. C'est en 2018 qu'on a été reconnu CCTT. En 2019, on a été reconnu Centre d'accès à la technologie, le premier en pratique sociale novatrice au Québec à avoir cette reconnaissance-là, mais depuis, il y en a eu d'autres. Puis maintenant, on est une équipe de 18 employés. On est intégré au Cégep de Rivière-du-Loup dans la région du Bas-Saint-Laurent. Contrairement à la plupart des autres CCTT, on a un rôle plutôt transversal, donc on s'intéresse aux méthodes, aux processus, aux pratiques d'innovation, surtout les pratiques d'innovation ouvertes, collaboratives, impliquant les usagers. Donc, pour ce faire, bien, on accompagne des expérimentations, des démarches d'innovation ouverte avec nos partenaires, nos clients. On fait de la recherche appliquée, formation, diffusion, transfert. On fait du prototypage, de la fabrication numérique, mais pas en tant qu'expert de fabrication numérique, mais en tant qu'on utilise ces processus-là pour aider à soutenir les processus de co-création. Donc, quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle ou à d'autres modes de développement numérique aussi, bien, les approches de co-création, d'expérimentation, de prototypage deviennent des prétextes pour nous à développer des compétences à la collaboration, puis des compétences, la littératie numérique aussi, puis accompagner la transformation numérique. Donc, la présentation d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de c'est quoi la co-création, c'est quoi l'outil principal qu'on utilise sur le terrain pour ça. Après, Claudia va y aller sur l'intelligence artificielle et la co-création, comment on combine les deux. Puis, selon le temps, je vais parler d'autres outils, parler d'un cas aussi qu'on a commencé ici, puis on va conclure pour les leçons à retenir. Donc, qu'est-ce que la co-création? La co-création, c'est plusieurs mots qui sont un peu synonymes, qui se ressemblent un peu, mais qui ont des distinctions. Retenons que dans notre quotidien, on utilise le mot co-création pour désigner beaucoup de choses. Autant le processus de faire ensemble, qu'on peut aussi nommer de la co-conception, du co-design, du design participatif, du design centré sur l'humain. Puis nous, pour faire ça, on utilise plusieurs méthodologies, dont le design thinking, je vais y revenir. Puis c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur différentes postures, différents savoir-faire et savoir-être. Je vais y revenir aussi. On dit aussi que la co-création, ce n'est pas juste le processus, c'est le résultat du processus. En économie puis en marketing, on dit que c'est la valeur co-créée par les interactions entre notre organisation, ses clients, ses partenaires. Donc, la co-création peut s'intéresser autant aux résultats qu'au processus. Je vous avais dit que je revenais sur le design thinking. Donc, c'est une des méthodologies qu'on utilise pour orienter les démarches qu'on fait. Donc, il y a d'autres outils, démarches d'innovation qui sont un peu plus macro, qui s'intéressent à comment on structure l'écosystème. Je vais revenir sur une approche tantôt qu'on appelle le laboratoire vivant. Mais le design thinking, c'est vraiment l'outil qui nous sert pour organiser des démarches sur quelques semaines, parfois quelques jours ou quelques mois. Si on essaie de voir l'image générale ici, on peut voir qu'il y a comme deux losanges principaux. À gauche, c'est l'espace du problème, l'espace de l'émergence. C'est là qu'on essaye de comprendre le problème. Puis, du côté droit, l'autre losange, c'est l'espace de la solution. C'est là où on travaille à faire émerger, ressortir les solutions potentielles, les tester, les prototyper. Pourquoi c'est important? C'est que souvent, il y a des partenaires, des clients qui viennent voir les CCTT, puis ils viennent nous voir en disant « J'ai déjà une piste de solution, voulez-vous m'aider à la développer? » Alors, l'enjeu, parfois, c'est vraiment, il faut faire quelques pas de recul pour s'intéresser à l'espace problème. Vous voyez aussi qu'il y a une flèche, donc tout ça, c'est itératif. La notion des losanges aussi est là pour exprimer la divergence et la convergence. Donc, en amorce de projet, on diverge, on génère un maximum d'idées, un maximum d'entrées d'informations pour après focusser, prioriser.
C'est la même chose donc du côté du problème que du côté de la solution. Si on descend en plus de détails, donc du côté gauche, ici la démarche de design thinking, il y a plusieurs façons de la présenter en 3, 4, 5, 6 étapes. Nous, on a choisi cette façon-ci qui est plus concrète pour nous. Attention, on le voit à l'écran. Donc, cette étape, cette façon de présenter le design thinking, donc, première étape, définir. Donc, les experts, les intervenants du projet déposent sur la table ce qu'ils ont en tête, vont chercher l'information qui vient de la littérature scientifique, par exemple, ou des expériences passées. Mais ce n'est jamais assez de partir de l'expertise qu'on a. Le but, c'est qu'on crée quelque chose pour et avec des usagers. Donc, l'étape suivante, c'est comprendre l'empathie pour l'usager, comment on l'implique pour que ça vienne de lui-même aussi. Et dans tout le processus de design thinking, l'usager, le client, l'utilisateur, ce n'est pas qu'un simple informateur, il fait vraiment partie de la démarche de co-création. Donc, comprendre, ce qui nous aide à redéfinir. Donc, ça nous a fait focusser un peu sur ce qu'on cherche à faire. Là, je vous présente le design thinking vraiment en général parce qu'après, Claudia fera certains liens avec le design thinking. Ensuite, on saute dans l'espace solution pour brainstormer, faire de l'idéation, imaginer, faire émerger un maximum de pistes de solutions, en prioriser, les prototyper. Les prototypes, c'est pour tester des idées qui pourraient marcher, mais souvent, on fait des prototypes aussi pour tester des idées qu'on pense qui ne marcheraient pas, mais on veut se le confirmer. Donc, ça sert des deux côtés. Puis, c'est vraiment des processus qui impliquent les usagers à chaque fois. Donc, on a un protocole de prototypage, de testage. L'usager peut être impliqué même vraiment dans la construction du prototype aussi. Donc, la démarche design thinking, en 2 minutes, c'est un peu ça. Pour que le processus fonctionne, c'est sûr que ça prend une pensée collaborative, une pensée agile, une pensée centrée sur l'usager. Donc, c'est des ingrédients de base, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend les postures que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'empathie pour l'usager et son contexte, ce n'est pas seulement une question de psychologie, c'est vraiment des outils concrets. Comment on s'assure qu'on va au-delà de ce que nous, comme experts, on a comme présomption de nos usagers? Quelles sont nos croyances, quelles sont nos hypothèses de base. Donc, nos hypothèses, on veut les valider. Donc, il faut aller vers l'usager, puis pas juste demander « je pense ça, est-ce que c'est vrai? » C'est de faire émerger qu'est-ce que l'usager veut vraiment, puis ça ne sort pas toujours en mots. Ce n'est pas toujours formulé, donc il y a des techniques pour ça. On parle de collaboration radicale. Pourquoi radicale? C'est juste pour provoquer, pour pousser. Il ne suffit pas de s'asseoir ensemble pour travailler. Il faut se donner des méthodes, il faut varier les méthodes, il faut avoir un groupe hétérogène, puis systématiser la créativité dans notre projet. Donc, même chose ici dans la collaboration radicale est connectée avec la créativité systématisée. Et avoir une culture du prototypage. Donc, cette culture-là, on ne l'applique pas seulement dans le côté pendant qu'on fait un prototype, on peut aussi prototyper une représentation du problème là, en amorce du processus. Donc, c'est sûr qu'on utilise les mots à plusieurs sauces. C'est surtout la posture ou l'attitude que derrière le mot qui est intéressante. Donc, quand on écrit des demandes de recherche, on parle parfois de documents martyrs, mais un prototype, c'est un peu ça aussi, là. Maintenant, Claudia, à toi. Je vais fermer mon micro. Merci, David. Voilà, excellent. Donc, bonjour, merci beaucoup à tous. Et nous savons déjà que l'IA est un outil puissant qui a le potentiel de transformer les entreprises et les sociétés. Pensons ensemble maintenant aux grands défis de notre planète. Par exemple, gérer les changements climatiques, réduire la consommation d'énergie et maintenir la production alimentaire ou peut-être améliorer la santé mondiale. L'IA peut être utilisée pour développer des solutions capables de faire face à ces défis. Elle peut renforcer la prospérité des individus et des sociétés en créant de la valeur et en maximisant les richesses. Aussi, elle peut contribuer au développement d'une société juste. Elle peut renforcer l'égalité dans la répartition des possibilités économiques, sociales et politiques. Mais pour y arriver, il est essentiel d'adopter une approche centrée sur l'humain. Ça veut dire inclusive, responsable, durable et éthique. Il existe déjà de nombreuses organisations telles que le MIT ou l'Université de Stanford
qui s'engage à concevoir des systèmes d'IA centrés sur l'humain. Ces engagements indiquent que les approches centrées sur l'humain ont un rôle central à jouer dans le développement des solutions de l'IA pour le bien-être des personnes. Voici un cadre élaboré par M. Xu en 2019 qui explique l'approche de l'IA centrée sur l'humain. Pour M. Xu, il y a 3 dimensions, 2 en plus de la technologie. Par rapport à la technologie, il doit augmenter la capacité humaine et il doit être contrôlé par l'humain. Les humains sont profondément ancrés dans les processus de conception et de développement du système. Le système est aussi transparent et compréhensible pour les humains. Il s'efforce de garantir que les valeurs humaines, les droits fondamentaux et la dignité humaine soient un élément central. Bref, il s'agit de systèmes et de technologies qui sont éthiques et bénéfiques pour les humains et les autres êtres vivants qui font partie de l'écosystème humain, permettant ainsi l'épanouissement des générations à venir. Comme vous pouvez déjà déduire, les approches centrées sur l'humain jouent un rôle central dans le développement et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle pour le bien-être des personnes. Ça veut dire les approches qui mettent l'accent sur les personnes, leurs besoins, leurs motivations, leurs émotions, leur comportement ou leur perspective. Bref, les approches qui ne considèrent pas l'être humain comme une partie du système, mais comme un élément central de chaque aspect de la conception. En ce qui concerne les retombées, nous pourrions les résumer à réaliser des projets qui ont un impact social positif. Plus concrètement, des projets tels que le suivi des reconnaissances augmentiques d'espèces sous-marines pour conserver la biodiversité ou la valorisation des données numériques pour répondre aux défis majeurs auxquels sont confrontés les acteurs du secteur bioalimentaire au Québec. Et peut-être, dans un avenir proche, soutenir la transition vers une autonomie régionale durable au Bas-Saint-Laurent. Pour ce type de projet, l'innovation, les données et la collaboration entre les différents acteurs sont des éléments essentiels pour développer des technologies responsables. Dans ce sens, voici une proposition qui explicite notre perspective de co-création expliquée par David. Pour nous, ça sera de co-construire des meilleurs outils avec les usagers et pour les usagers, toujours conformément aux priorités définies dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, après une série de discussions multidisciplinaires et structurées, ces lignes directrices que je vous montre maintenant ont été créées pour résumer les principes clés de la réussite des collaborations en matière d'IA pour le bien social. Donc, il devait être applicable aux différents types d'organisations visant à utiliser l'IA pour le développement durable. Grâce à une approche participatory design, l'utilisateur et les autres parties prenantes sont impliqués dans le processus de conception depuis le début. Bref, les gens co-créent la solution. Donc, par exemple, si on va appliquer ces lignes directrices, on doit impliquer les usagers pour savoir quels sont leurs attentes, leurs préoccupations ou leurs problèmes. Une analyse rapide de ces principes nous permet de voir que les processus de co-création avec les usagers pourraient commencer ici et être utiles ou très utiles simplement pour assurer l'application de ces principes. Donc, on peut monter, par exemple, des cellules de co-création pour découvrir ensemble avec les usagers quelques questions importantes. Par exemple, comment pourrions-nous assurer que la solution répond aux attentes des bénéficiaires ou des usagers? Comment pourrions-nous assurer que la solution favorise l'inclusion et l'accessibilité? Comment pourrions-nous développer des processus de révision qui assurent l'inclusion et l'accessibilité? Comment pourrions-nous co-définir ou co-établir les objectifs et les finalités? Comment pourrions-nous établir les liens de confiance avec les utilisateurs? Comment pourrions-nous développer des solutions d'IA efficientes? Enfin, le principe 9 a attiré beaucoup notre attention, considérant que la puissance
et la pertinence des outils ou des outils d'IA sont fortement liés à la quantité et à la qualité des données. Donc, on pourrait impliquer les usagers intermédiaires pour améliorer les outils et la préparation des données et finalement les impliquer dans le design des outils de préparation des données et avoir des outils qu'ils vont avoir envie d'utiliser. Donc, bref, tel que mentionné par un usager, peut-être plus d'un usager, l'IA est trop importante pour être laissée seulement aux experts d'IA. Pour éviter de tomber dans ces pièges, au-delà de faire des ateliers de co-création ponctuelle, comme nous avons montré déjà, on peut se donner des démarches continues qui vont nous aider à développer constamment notre expertise sur l'IA avec les usagers. Nous allons maintenant vous présenter différentes méthodes pour faire cela en continu. Une méthode pour co-construire des systèmes d'IA centrés sur l'humain est le design thinking. Ce processus de traitement de problèmes complexes pourrait être un élément clé pour stimuler le développement des systèmes d'IA centrés sur l'humain. Donc, voilà le modèle hybride, aussi connu comme le modèle Design Intelligence ou le modèle Data Thinking, qui résulte de la fusion entre le Design Thinking, qui est basé sur la conception centrée sur l'humain, et la Data Intelligence. Il est composé de 4 éléments, les équipes hybrides, l'état d'esprit hybride et la boîte utile combinée. Finalement, ça donne le processus. Ce modèle nous permet de créer une vision partagée et globale en intégrant la recherche qualitative, qui est le design thinking, et la recherche quantitative, qui utilise la data intelligence, offrant un modèle gagnant-gagnant où l'accent n'est pas seulement mis sur les technologies d'analyse des données ou la collecte des données, mais aussi sur la conception des solutions centrées sur l'utilisateur ayant un fort potentiel d'impact social. Les résultats est la création d'expériences à fort potentiel et à fort impact. Enfin, il permet de personnaliser une expérience afin de l'adapter de manière appropriée pour qu'elle soit capable de répondre aux attentes des utilisateurs et générer de la valeur. On peut faire des liens entre les étapes de la science des données et le design thinking pour déterminer quelle méthode utiliser dans chaque phase. Voici quelques idées. Pour définir l'hypothèse, on peut développer une profonde empathie avec les personnes pour lesquelles vous concevez le système. Pour la collecte, la préparation et la visualisation des données, on peut générer de nombreuses idées à partir d'une variété de points de vue différents et parfois contradictoires. Pour l'analyse prédictive et prescriptive, on peut créer rapidement des prototypes et des storyboards qu'on va les partager avec les personnes pour lesquelles vous travaillez. Ce processus permettra d'essayer, échouer et tirer des leçons de chaque échec pour finalement mettre en offre une nouvelle solution innovante en sachant qu'aucune solution n'est parfaite. Par ailleurs, on pourrait utiliser le design thinking séparé pour chacune des étapes de la science des données. Bref, le design thinking est un processus adaptable axé sur les clients qui permet de découvrir et aussi valider les besoins et les idées des humains lorsque les organisations développent des projets d'intelligence artificielle. Donc, David vous présentera ensuite des autres outils et espaces qui pourraient vous inspirer et faciliter la co-création dans les projets d'IA centrés sur l'humain. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas des experts de l'intelligence artificielle, on est des experts des processus de co-création. Donc, notre intérêt, c'est de voir comment on peut arriver à se donner des processus collaboratifs entre les intervenants, mais qui impliquent les usagers aussi, pour aller plus vite, plus loin, plus désirable aussi. Puis, comme on n'est pas expert en intelligence artificielle, bien, on travaille beaucoup depuis plusieurs mois avec le CEDRIN, qui est un autre CCTT au Bas-Saint-Laurent, qui lui s'intéresse en tant que CCTT disciplinaire là, aux questions d'intelligence artificielle.
Donc, avant de conclure, je vais vous parler d'un cas qu'on a commencé dans ce contexte-là. Mais avant, en rafale, quelques modèles complémentaires. Donc, une approche qu'on utilise beaucoup quand c'est le temps de structurer sa stratégie d'innovation d'une façon un peu plus sur le long terme. Donc, on utilise le modèle laboratoire vivant qui permet de s'intéresser à ce qui se passe au niveau écosystème, les parties prenantes, la coalition de parties prenantes qui cherchent à régler un problème ou changer des pratiques. Puis, comment on structure avec le pilotage des projets d'innovation au sein d'un Living Lab. Puis, les projets d'innovation, comme je le soulignais tout à l'heure, peuvent être menés en design thinking. Donc, le graphique qui est ici permet de voir un peu cette idée-là de comment on réfléchit l'orchestration de notre écosystème. Donc, design thinking est une méthode plus terrain, puis design thinking mixé à la data science, à l'intelligence artificielle aussi, il y a du travail qui s'amorce, comme Claudia vous l'a présenté. Sinon, sur le terrain, il y a d'autres outils qui peuvent aider. Nous, comme centre de recherche sur les pratiques d'innovation, on s'intéresse entre autres aux jeux d'innovation. Donc, en haut à gauche de cette diapo-là, on voit un jeu qui s'appelle le jeu de cartes tarot de la technique. Donc, il y a un site web, on pourra vous laisser les coordonnées, où on peut utiliser les cartes en ligne, ou on peut les imprimer aussi, parce qu'en ligne, les cartes sont comme virées de façon aléatoire. C'est toujours en créativité puis en innovation, il faut se donner des contraintes parfois pour aller plus loin. Donc, ces cartes-là nous donnent des contraintes, nous donnent des rebonds créatifs. Il y a toutes sortes d'autres jeux d'innovation aussi qui peuvent être utilisés. Un peu en dessous, il y a un exemple de Canva. Donc, les Canvas sont des moyens de créer une activité quand on met le Canva au mur, par exemple, pour faire une séance de brainstorming ou de structuration. Mais aussi, c'est une manière de présenter les résultats de notre démarche d'une façon très structurée, intriquée, interreliée. Donc, c'était ce qui était plus du côté gauche de cette diapo-là. Vers la droite, on s'intéresse aussi au préalable. Donc, un préalable peut être de mettre en place une démarche de laboratoire vivant, comme on voyait un peu avant, qui permet de combiner plusieurs projets, puis ces projets-là bénéficient d'une structure d'accompagnement ou de mutualisation des ressources. Exemple, il y a des facilitateurs qui sont formés, qui vont être bons pour aller dans tous les projets. Je faisais le lien avec le Digital Hub, le Hub d'innovation numérique qui est en bas à droite de cette diapo-là, qui est au-delà de se dire on part un Living Lab, bien, on peut dire on met en place un hub d'innovation numérique dans notre secteur ou dans notre territoire, qui, lui, va combiner peut-être des projets Living Lab qui incluent des démarches spécifiques de design thinking sur le terrain, mais où il y a des ressources qui sont utilisables dans plusieurs projets en même temps. Puis aussi, une chose bien importante, c'est où il y a une communauté d'intervenants, communauté d'usagers, parce qu'on a beau faire des projets d'innovation qu'on souhaite centrer sur les usagers, s'ils ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Puis ils ne sont pas là juste parce qu'on les invite pour une rencontre. C'est comme un dialogue continu sur la construction de cette communauté d'usagers ou communauté innovante. Donc, le Hub peut aider, surtout du côté des intervenants. Le Fab Lab peut aider aussi, le laboratoire de fabrication numérique, un espace où des patenteux, des gens intéressés par le numérique peuvent se rassembler pour faire des projets plus collaboratifs ou apprendre ensemble. C'est un peu plus citoyen aussi là, comme approche. Donc, c'est en rafale quelques outils complémentaires différents. Il nous reste 2 minutes et demie. Juste pour conclure, donc, pour nous faire la main sur l'innovation ouverte et la co-création, sur l'intelligence artificielle et la co-création, on a une réflexion qu'on mène avec le Cédrin, comme on soulignait tout à l'heure. Au cœur d'un projet qui nous tient à cœur au Bas-Saint-Laurent, c'est Fab Région Bas-Saint-Laurent, un projet où on vise à se donner une structure et des objectifs, là, 50% d'autonomie de consommation en agriculture, énergie et produits manufacturés d'ici 2054. Au niveau des données, il faut qu'on fasse un portrait, tableau de bord, se doter d'outils prédictifs, d'outils de scénarisation aussi, mais il y a des enjeux. Les données régionalisées n'existent pas vraiment souvent. C'est peu structuré. Ils ne sont pas structurés, ni ouverts, ni liés. Il n'y a pas vraiment de culture d'intelligence artificielle encore. Donc, l'idée, c'est de se donner un projet où il y aura une visée d'intelligence artificielle dans quelques années, mais où on commence par mettre les bases. Donc, c'est une réflexion qui combine l'innovation technologique et l'innovation sociale. Avec le LIO, le Cédrin et des partenaires régionaux. On réfléchit à cette démarche-là depuis quelques mois. L'idée, c'est de se donner un projet apprenant pour comprendre le data lake
hein, toute la source d'informations de données qui existent et qui n'existent pas encore, commencer à y pêcher, à y structurer, à structurer nos méthodes, les outils, les données, même ensemencer Slack-là, parce qu'il en existe des données, mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut trouver la manière avec les intervenants d'en générer plus, puis plus de qualité. Donc, tout ça, là, dans le but de se diriger vers une éventuelle solution d'intelligence artificielle. Donc, si on avance vers notre conclusion et on veut rappeler certains éléments, donc notre but, on l'a dit, on n'est pas des experts d'intelligence artificielle, mais notre message, c'est la co-création, c'est important, il faut l'impliquer. Hein, le développement de l'intelligence artificielle, autant comme finalité, comme résultat, comme impact, que comme processus qui doit respecter une éthique, des objectifs et tout ça. Donc, ça prend une discussion ouverte, l'implication des usagers et des parties prenantes. Donc, on utilise pour ça des approches et des principes d'innovation ouverte et collaborative. On crée un espace sécuritaire d'innovation, un espace d'influence pour les participants aussi. Puis quand on parle de participants, là, on pense à notre usager final, peut-être un commerçant ou un résident, mais on pense à tous les usagers intermédiaires aussi là, qui sont dans la chaîne de préparation, de structuration, d'utilisation des données, mais des résultats aussi. Donc, pour ça, bien, on en a parlé, il y a des approches, design thinking sur le terrain, Living Lab pour structurer tout ça. Il y a des principes, l'hétérogénéité, hein, multi-acteurs, être multi-approche, être centré sur notre usager, voire même porté dans certains cas. Il y a certains projets que l'idée peut venir des usagers, puis on peut construire là-dessus. Donc, impliquer l'empathie, le prototypage. Beaucoup de buzzwords, on le sait, là, mais parfois le discours est une manière de changer notre action. Donc, en tout cas, nous, ça nous pousse là, dans ce qu'on fait. Comme on le soulignait aussi, c'est important de s'intéresser autant aux résultats, aux impacts qu'aux processus et aux acteurs. Les acteurs sont des co-créateurs, des co-chercheurs, des co-développeurs des solutions aux différentes étapes du processus. Puis un début, c'est qu'ils s'approprient, chemin faisant, la solution. La solution, c'est les résultats, les impacts, mais c'est aussi tous les outils intermédiaires. Si on demande à un commerçant ou un intervenant d'un secteur industriel de récupérer de la donnée, de la structurer, qu'elle soit, ou de la préserver pour qu'elle soit utilisable, bien, ça ne se fait pas juste en lui disant, s'il te plaît, peux-tu le faire? Donc, il y a une démarche pour y arriver, pour co-créer, s'approprier, chemin faisant, comme on l'écrit, la solution, les outils. Tout ça, c'est un but un peu plus large. Hein? Nous, l'idée de faire un projet apprenant, un projet pour développer une compréhension de toute la partie préparation, hygiène des données, pour s'en aller vers l'innovation ouverte de l'intelligence artificielle. Excusez-moi, j'ai une déformation professionnelle. Donc, tout ça, on y travaille là, pour apprendre, pour que le milieu apprenne. On s'intéresse à la transition numérique, à la transformation numérique des organisations. Donc, pour ça, ça prend de l'exploration des contextes pour avoir les mains dedans et essayer des choses. On s'est amusé à faire une petite formule mathématique. Donc, intelligence artificielle, ça égale l'innovation sociale plus l'innovation technologique, encadrée par l'innovation ouverte. En tout cas, nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Puis, on répète le message que Claudia donnait tantôt, puis qu'on a entendu ailleurs. Pour d'autres contextes aussi, on l'utilise dans le design puis dans d'autres pratiques. Donc, l'IA est trop importante pour être laissée seulement aux experts de l'IA, bien qu'on sait que les experts sont importants et que c'est important de développer cette expertise-là. Donc, voilà, c'était notre présentation. On est prêt à recevoir les questions. Donc, merci beaucoup, M. Guimond et Mme Claudia. On va maintenant passer à la période des questions. Je vous invite à écrire vos questions dans le chat. Sachez que les gens de Lilo n'ont pas accès au chat. On est vraiment en streaming sur la plateforme, donc c'est moi qui vais leur présenter là, vos commentaires ou encore vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire là, dans le chat. On va laisser quelques petites secondes. La technologie étant ce qu'elle est, il y a un petit délai entre l'endroit où on est et sur le live. C'est bon.
Donc, on a une question de Geneviève Ouellette qui dit « Comment ces techniques se coordonnent avec le développeur matériel? » Comment l'idée, c'est de préparer, de se donner un comité de pilotage qui intègre les spécialistes de la démarche de design. Donc, si on a un beau binôme, là, pilotage du développement, pilotage de la co-création, c'est sûr que ça va aider. Puis l'idée, c'est de s'inspirer des processus, de la méthodologie pour se donner des étapes. Puis, mais après ça, à l'intérieur des étapes, c'est sûr qu'on peut bifurquer aux besoins. Puis, mais c'est vraiment important parce que c'est sûr qu'il y a des acteurs, peut-être le développeur matériel, qui va avoir tendance à vouloir avancer à sa vitesse, puis pas trop impliquer les usagers. Donc, des fois, le rôle du facilitateur à la co-création, c'est d'ouvrir ces portes-là, mais c'est un dialogue, on les ouvre jusqu'à un certain point. Donc, dialogue, préparation, faire confiance au processus, mais pas s'abandonner au processus au point d'étirer le processus de beaucoup plus longtemps que ça devrait, là. Donc, comité de pilotage. Parfait, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, on va attendre encore quelques instants pour que vous puissiez donner vos commentaires ou vos questions dans le chat. Je vais vous lire Sylvie Guillemette qui dit « Merci pour la présentation ». Michael Biron qui dit « Merci, super intéressant ». On a une question de M. Chabot qui dit « Est-ce plus rapide que la méthode traditionnelle? » C'est plus rapide pour certaines choses, puis moins pour d'autres. Concrètement, ce que ces méthodes-là nous permettent de faire souvent, c'est de se planter plus vite. Donc, on apprend plus vite qu'est-ce qui ne marchera pas. Alors, c'est sûr que ça demande plus de temps pour faire certains ateliers de co-création, mais on voit vite qu'est-ce qui ne marche pas pour pivoter rapidement puis avancer vers autre chose, parce qu'on a comme un dialogue constant avec les utilisateurs et les intervenants de la chaîne, là. Donc, en bout de ligne, on a la prétention de dire que ça va plus vite, mais ça va plus vite si on pense le projet sur toutes les phases, là. Parfait, merci beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions à l'écran. Donc, on va peut-être laisser encore une autre 30 secondes aux gens là, pour pouvoir écrire s'ils le souhaitent. Sinon, je peux vous dire que c'est un sujet très, très intéressant. Je vous remercie énormément de votre présentation aujourd'hui, de votre présence avec nous. Donc, il reste 10 secondes. Oui, Je allez-y. vais juste ajouter, quand on commence à fouiller sur ce sujet-là, comme on fait depuis plusieurs mois, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses sur comment on développe une intelligence artificielle pour le bien social, pour l'éthique, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur pourquoi on le fait, c'est quoi l'impact cherché. Il y en a un peu moins sur le comment on le fait pour atteindre cet objectif-là, mais on en a trouvé un peu. Donc, cette quête-là n'est pas vaine. Là, il y a du stock, comme on dit, là, pour nous aider à se structurer. Parfait. Je vous remercie énormément pour votre présentation. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à ne pas quitter. On a une autre présentation tout de suite après de M. Marc